Et si la signature rythmique de Black Dog n'était qu'une illusion parfaitement construite. Salut mes petits riffologues, bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission où l'on dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, on attaque un monument du rock, Black Dog de Led Zeppelin. Prêt? Alors, affûtez vos médiatos, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles. Ça va riffer. En 1971, l'Angleterre est un pays fatigué. La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis 25 ans, mais ses conséquences sont encore visibles partout. Les villes portent toujours les traces des bombardements. Les industries lourdes déclinent, les mines ferment, les chantiers navals ralentissent. Le chômage progresse, notamment chez les jeunes. L'Empire britannique, autrefois au centre du monde, n'est plus qu'un souvenir. L'Inde, l'Afrique, le Moyen-Orient ont pris leur indépendance. Le Royaume-Uni doit désormais se regarder comme une île parmi d'autres, et non plus comme une puissance dominante. Cette perte de statut crée un malaise profond, une impression de déclassement, de fin de cycle, de monde ancien qui ne fonctionne plus. Dans les quartiers ouvriers, le quotidien est dur. Les logements sont souvent vétustes. Les grèves se multiplient. Les syndicats affrontent un État dépassé par la crise économique. L'Angleterre de 1971 n'est ni glorieuse ni romantique. Elle est concrète, froide, réaliste. Ce malaise n'est pas seulement britannique. À l'échelle mondiale, le début des années 70 marque la fin des grandes illusions d'après-guerre. La guerre du Vietnam s'enlise. Les images de violence circulent dans les foyers. La confiance dans les gouvernements s'effondre. Aux États-Unis comme en Europe, les mouvements contestataires des années 60 se fragmentent. Les idéaux collectifs laissent place à la méfiance, au repli, parfois à la colère. La société occidentale entre dans une période de désenchantement. Les certitudes morales, politiques et sociales vacillent. Les figures d'autorité sont remises en cause. Le futur n'apparaît plus comme une promesse, mais comme une interrogation. Dans ce monde-là, la brutalité n'est plus une exception. Elle fait partie du paysage. La vie quotidienne devient plus tendue. Les relations sociales se durcissent. La violence symbolique, économique, politique et sociale est omniprésente. On ne cherche plus à embellir la réalité, on apprend à composer avec elle. C'est une époque où l'on parle moins d'utopie et davantage de survie. Moins d'idéaux, plus de lucidité. 1971 n'est pas une année de rêve, c'est une année de constat. Au début des années 70, quelque chose s'est brisé. Les grandes promesses des années 60 se sont dissoutes dans le réel. Les idéaux n'ont pas disparu, mais ils ne suffisent plus. Le monde est devenu trop lourd, trop instable, trop contradictoire pour être porté par des discours légers ou des symboles abstraits. Dans son livre « In the House of the Holy, Led Zeppelin and the Power of Rock Music », la musicologue Suzanne Fast explique que le groupe ne cherche pas à prolonger l'élan idéaliste de la décennie précédente. Il n'essaye pas non plus de proposer un nouveau message. Led Zeppelin fait autre chose. Il change la manière de ressentir. La musique cesse de flotter. Elle s'ancre. Elle ne promet plus un ailleurs. Elle impose une présence. Pour Fast, Led Zeppelin incarne cette bascule. Une musique qui ne s'adresse plus à l'imaginaire collectif, mais au corps. Une musique qui pèse, qui tire vers le bas, qui oblige à rester debout dans un monde devenu plus dur. Ce durcissement n'est pas une posture ni un calcul. Il est la conséquence directe d'un moment historique
où la légèreté n'est plus crédible. À l'aube des années 70, le public n'attend plus qu'on lui fasse rêver à un futur meilleur. Il attend quelque chose de plus solide, de plus concret, de plus frontal, quelque chose capable de tenir face à la désillusion. Led Zeppelin ne durcit pas le rock pour choquer. Il le fait parce que le monde, lui aussi, s'est durci. Comme le résume Suzanne Fast, ce n'est pas un choix esthétique isolé, mais une réponse presque instinctive à son époque. En 1971, le rock entre dans une nouvelle ère. Les années 60 sont officiellement terminées. L'optimisme psychédélique s'est éteint avec la fin des grands idéaux collectifs. Woodstock est déjà loin. Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison sont morts. Le rock perd ses figures chamaniques et cherche une nouvelle forme d'autorité. Cette année-là, la musique devient plus lourde, plus physique, plus affirmative, moins naïve. Le blues devient électrique et brutal. Le blues, pilier fondateur du rock, ne disparaît pas, il se durcit. Des groupes britanniques comme Led Zeppelin, Deep Purple ou Black Sabbath s'approprient l'héritage afro-américain et le transforment en une musique plus massive, plus sombre, parfois inquiétante. Le blues n'est plus une plainte, il devient une arme sonore. « 1971 est souvent considérée comme l'une des plus grandes années de l'histoire du rock. Non pas pour les singles, mais pour les albums. Cette année voit paraître Led Zeppelin 4 de Led Zeppelin, Sticky Finger des Rolling Stones, Who's Next des Who, Master of Reality de Black Sabbath, Fragile de Yes et Aqualung de Jethro Tull. Le rock devient album-centrique. On n'écoute plus une chanson, on entre dans un univers. En 1971, le rock se scinde clairement en plusieurs voies. Le hard rock, direct, puissant, charnel, avec Deep Purple. Le heavy metal naissant, sombre, pesant, obsessionnel, avec Black Sabbath. Le rock progressif, complexe, conceptuel, cérébral, avec Yes, Genesis, King Crimson. Le folk introspectif, retour à l'intime avec Nick Drake, Joni Mitchell, Neil Young. Led Zeppelin occupe une place à part. Il navigue entre ces mondes sans appartenir complètement à aucun. En 1971, il n'existe pas encore de code du hard rock. Le métal n'a pas de nom officiel. Les formats radio sont encore malléables. Les groupes expérimentent sans filet. Ils peuvent être trop longs, trop bruts, trop étranges, et ça passe. C'est dans ce contexte que des morceaux comme Black Dog peuvent exister. À un moment d'expérimentation où chacun cherche sa propre voie. Début des années 70, le rock est à un tournant. Les années 60 ont tout bouleversé. Le blues a traversé l'Atlantique, l'électricité a durci le son et le rock est devenu un langage mondial. Mais en 1970, quelque chose s'essouffle. Le flower power s'éteint, les utopies se fissurent et le rock cherche une nouvelle autorité. À ce moment précis, Led Zeppelin est déjà au sommet. 3 albums en moins de 2 ans. Un succès colossal. Et pourtant, le groupe est sous pression. Leur 3e album, plus acoustique et introspectif, a dérouté une partie du public. Certains critiques parlent même d'un groupe qui se serait éloigné de sa force première. Led Zeppelin comprend alors que le prochain disque devra être un manifeste. Pas un album concept, pas un disque progressif, mais un retour brutal à l'essence. Pour cela, le groupe quitte les studios traditionnels et s'installe à Headley Grange, un ancien manoir anglais isolé, loin de Londres, loin de l'industrie musicale. Nous sommes en plein hiver 70-71. Le contexte est rude, presque monacal. Pas de confort, pas de mondanité, juste des musiciens, du matériel et du temps. C'est dans ce climat que prend forme ce qui deviendra Led Zeppelin 4, un disque sans titre,
sans nom de groupe sur la pochette, sans single annoncé. Un geste radical. À l'époque, ce silence volontaire est un défi lancé à l'industrie. Si la musique est assez forte, elle n'a pas besoin d'étiquette. À l'hiver 1970, Led Zeppelin s'installe à Headley Grange, un lieu froid, vaste, résonnant, presque hostile. Et c'est précisément ce décor qui va façonner Black Dog. Et comme pour Sunshine of Your Love, un riff de guitare culte arrive par un bassiste. Ça te dérangerait pas d'arrêter de piquer mon boulot ? C'est John Paul Jones qui apporte l'idée initiale. Une ligne volontairement malaisante, pensée pour déséquilibrer. Jones le dira plus tard, il voulait un motif impossible à danser. Quelque chose qui casse le réflexe corporel du rock. Quand il joue ce riff pour la première fois, même John Bonham se fait piéger. La sensation est étrange. Tout semble en place et pourtant, quelque chose résiste. La batterie martèle un cadre de rock classique, mais la sensation rythmique se dérobe. Le groupe lui-même doute. Bonham doit retravailler seul, encore et encore, pour intégrer cette tension artificielle, presque contre nature. Ce n'est pas un groove qui coule, c'est un groove qui lutte. Puis survient l'idée décisive. Plutôt que de lisser cette difficulté, ils le mettent au premier plan. Robert Plant chante a cappella sans repère rythmique apparent. Puis le riff surgit brutalement comme une réponse sèche, presque agressive. Un appel, une réplique. Une mécanique de défi. Cette structure n'est pas un hasard. John s'inspire directement de Oh Well de Fleetwood Mac. Mais ici, le principe est poussé plus loin. Le silence devient un piège. Le riff, une gifle. À Headley Grange, Plant enregistre sa voix dans le grand salon, profitant de la réverbération naturelle du lieu. Deux prises suffisent. Le chant flotte, libre, presque insolent, pendant que l'instrumental, lui, reste massif, verrouillé, tendu. Quand le morceau prend enfin forme, personne ne cherche à l'adoucir. Au contraire, Black Dog devient une sorte d'épreuve sonore, pour le batteur, pour l'auditeur, pour le corps. Le riff n'est pas là pour séduire, il est là pour imposer sa loi. Et c'est précisément pour cela qu'il ouvre l'album. Autour du manoir, un grand chien noir erre régulièrement. Un labrador, son maître apparent, qui disparaît la nuit et revient au petit matin couvert de boue, épuisé, avant de repartir. Les musiciens le croisent sans cesse pendant les sessions. Ce chien devient une présence familière, presque banale, dans cet environnement isolé. Et c'est lui qui va donner son nom au morceau, Black Dog. Presque par hasard, son lien véritable avec le morceau, juste comme une image qui s'imprime dans la rétine. Mais ce nom va nourrir toutes les interprétations possibles. Certains y verront une référence sexuelle, d'autres une allusion au culte. D'autres encore à un écho au mythe britannique du chien noir. Le groupe, lui, n'a jamais cherché à corriger ses lectures. Led Zeppelin laisse faire, car finalement, dans l'imaginaire collectif de l'Angleterre, ce chien noir a une histoire particulière. Dans les campagnes anglaises, le chien noir n'a jamais été un animal comme les autres. Bien avant les romans, bien avant la musique, bien avant même que l'Angleterre ne devienne une nation industrielle, on racontait déjà son histoire. Une présence nocturne, massive, silencieuse, surgissant sur les chemins perdus, à la lisière des villages, là où la lumière ne va plus. On disait qu'il apparaissait surtout la nuit, dans la brume, sur les landes, près des marais, autour des ruines et des églises abandonnées. Un chien immense, au pelage d'un noir profond, aux yeux brillants, parfois rouges, qui ne grogne pas toujours, ne court pas forcément, mais regarde. Et ce regard suffit, car ce chien ne poursuit pas, il annonce. Le voir n'est pas une attaque, c'est un avertissement.
quelque chose va se produire. Une perte, une faute révélée, une épreuve inévitable. Dans ces récits anciens, la peur ne vient pas de la violence, mais de la certitude. Parmi toutes ces figures, un nom revient sans cesse dans les traditions rurales. Black Shuck. Black Shuck hante l'est de l'Angleterre depuis au moins le XVIe siècle. On le croise sur les routes désertes, à la sortie des villages, parfois même à l'intérieur des églises. Il ne tue pas systématiquement, mais ceux qui l'ont vu savent qu'ils ont été marqués. Dans ces histoires, Black Shuck n'est pas un monstre au sens classique. Il est une frontière entre le jour et la nuit, entre le connu et l'inconnu, entre ce qui peut encore être évité et ce qui ne peut plus l'être. Ce mythe traverse les siècles sans jamais disparaître. Il s'enfouit dans la mémoire collective, se transforme, change de forme mais reste reconnaissable. Une silhouette noire, solitaire, immobile, qui ressurgit quand les certitudes s'effondrent. Bien avant le XXe siècle, bien avant le rock, l'Angleterre portait déjà ce chien dans son imaginaire. Et quand un nom comme Black Dog réapparaît, même par hasard, il ne vient jamais seul. So, Sir Baskerville, donc vous me dites que vous avez aperçu un chien noir dans la lande brumeuse. C'est bien cela? Ouais, c'est ça, un chien noir et effrayant. Mais par contre, moi c'est Jimmy Page, hein, pas Sir Baskerville. Les paroles sont écrites par Robert Plant. Et là encore, Plant ne cherche pas la narration élaborée. Il puise directement dans le langage du blues, avec ses images simples, parfois crues, parfois répétitives. Le texte parle de désir, d'obsession, d'une relation déséquilibrée et progressivement de désillusion. On y retrouve des expressions typiques du blues afro-américain, parfois reprises presque telles quelles. Plant l'assumera. Il rend hommage à des figures comme Howlin' Wolf ou Muddy Waters, dont les textes mélangeaient sexualité, menace et ironie. Le narrateur n'est pas un héros, il est pris au piège dans son propre désir. Il sait qu'il est manipulé, mais il y retourne quand même. Là encore, rien de spectaculaire, mais une tension constante entre attirance et méfiance. Contrairement à l'image du Zeppelin tout-puissant branché sur des murs de Marshall, Black Dog est un morceau où le son est pensé avant tout comme un objet de studio. L'enregistrement s'inscrit dans le cadre très particulier de l'album 4, réalisé entre Island Studio et Headley Grange, avec Andy Jones à l'ingénierie et Jimmy Page à la production. Pour Black Dog, Jimmy Page adopte une approche inhabituelle, même pour lui. Le riff de guitare n'est pas enregistré via un ampli, mais directement injecté dans la table de mixage à l'aide d'une direct box. Le dispositif est précis. 4 guitares Gibson Les Paul, jouées strictement à l'unisson, branchées directement dans la console. Aucune prise de baffle. La saturation provient exclusivement du préampli micro de la table. Ce choix donne au riff un caractère très particulier, un son sec, dense, compressé, presque claustrophobique, très éloigné du grain aéré d'un Marshall poussé à volume de scène. Le son est ensuite fortement contrôlé par la dynamique. 2 compresseurs Uray 1176 Universal Audio sont utilisés en série, l'un derrière l'autre. Ce double étage de compression n'est pas décoratif. Il écrase les transitoires, il stabilise le volume, il rend le riff impossible à ignorer. Le riff devient une masse continue, presque mécanique, qui ne respire plus comme un riff blues traditionnel. C'est exactement ce qui renforce son caractère implacable. Sur Black Dog, la guitare et la basse ne sont pas pensées comme 2 voix distinctes. Elles forment un seul bloc sonore. John Paul Jones double la guitare au Mediator, et non au doigt, car la rapidité du riff l'exige. Le choix du Mediator permet une attaque plus franche et une synchronisation parfaite
avec la guitare. Résultat, guitare et basse se confondent. Le riff gagne en épaisseur. Le spectre médium est saturé, mais contrôlé. À Headley Grange, la batterie de John Bonham n'est pas enregistrée comme dans un studio classique. Bonham est placé au pied de l'escalier dans le grand vestibule central. Et la maison entière devient une chambre de résonance. Jimmy Page applique ici un principe simple. Micro très proche et micro très éloigné. Et souvent, sur l'album Led Zeppelin 4, le son principal de la batterie ne vient même pas d'un micro collé au kit. Il provient d'un micro d'ambiance Neumann installé au 2e étage à environ 6 mètres au-dessus du batteur, captant non pas l'attaque, mais la réaction du bâtiment. La réverbération n'est pas ajoutée après coup, elle est physique, liée au lieu lui-même. La voix de Robert Plant est enregistrée dans le salon de Headley Grange, choisi pour sa réverbération naturelle. 2 prises seulement sont nécessaires. Un exploit compte tenu de la difficulté rythmique du morceau. Un léger écho est ajouté au mixage, mais la base reste acoustique, liée à la pièce elle-même. Cette voix libre, flottante, presque insolente, contraste volontairement avec la rigidité du riff, la compression extrême de l'instrumental. L'un des éléments clés du son de Black Dog, et plus largement de l'album 4, est l'usage de l'espace. Jimmy Page résume cette philosophie ainsi. Les micros tout près et les micros très longs. À Headley Grange, les prises sont faites dans les pièces mêmes. On exploite la distance. On capte la résonance naturelle du bâtiment. Le lieu n'est pas neutre. Il façonne le son autant que le matériel. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu trouveras le GP, les tabs et les backing tracks sur mon site drfredmrlad.com. Tu trouveras le lien en description. Maintenant qu'on a posé le cadre, cette signature rythmique, complexe ou pas? Pendant longtemps, Black Dog a été expliqué comme un morceau en 5/8 contre 4/4. Et honnêtement, ce n'est pas une erreur. C'est exactement ce que le corps ressent quand le riff démarre. Tout semble bancal. On cherche le temps fort, on croit l'avoir trouvé, et il disparaît. Mais John Paul Jones l'a précisé plus tard. Structurellement, le riff est bien binaire. Il peut se compter en 2 ou en 4. Le piège ne vient pas de la guitare. Il vient de la batterie. John Bonham joue les accents à l'envers, à la manière du jazz New Orleans. La caisse claire arrive là où on ne l'attend pas. La grosse caisse déplace le poids du groove. Résultat, le cerveau entend 2 métriques superposées, alors qu'il n'y en a qu'une seule. Et pendant que l'oreille se perd, la guitare, elle, reste implacablement droite. Autre élément essentiel, ce riff n'est pas un riff de guitare seul. Il est doublé à l'unisson par la basse. John Paul Jones et Jimmy Page jouent exactement la même chose, avec la même attaque, la même sécheresse, pas de fioriture, pas de swing, pas de respiration inutile. La difficulté n'est pas digitale, les doigts savent faire. La vraie difficulté, c'est de ne pas se laisser contaminer par la batterie. Quand on joue ce riff, il faut presque l'ignorer, tenir son tempo interne, accepter que ça sonne de travers avec la batterie. Alors que c'est précisément là que ça fonctionne. Et c'est là que Black Dog devient fascinant. John Paul Jones l'a dit, il voulait un riff impossible à danser. Pas un riff qui accompagne le mouvement du corps, un riff qui le contrarie. Tout est fait pour ça. La répétition obsessionnelle, la tonalité blues ambiguë, les accents déplacés, l'absence de repères quand la voix s'arrête. Le riff ne séduit pas, il impose. Quand on isole la guitare, tout devient clair.
Quand on compte en 4, tout est logique. Mais dès que la batterie revient, le doute s'installe. Et c'est là toute l'intelligence de Black Dog. Ce n'est pas un riff difficile à jouer, c'est un riff difficile à croire. Allez mes petits riffologues, on attaque le riff de Black Dog. Donc, 7e case de l'accord de La. Chromatisme ensuite de la 5e case à la 7e case de l'accord de Ré. Donc, on revient sur la 7e case de l'accord de La. 5e case de l'accord de Sol. Et on finit sur la 7e case de l'accord de Ré. Hammer-on de la 7e à la 9e case de l'accord de Sol. Ici, on va se décaler de la 5e case de l'accord de Sol avec un hammer-on et un pull-off sur la 7e case. Donc, on fait le hammer-on pull-off. Ici, on joue 2 fois la corde de Ré à la 7e case. On revient sur la 5e case de l'accord de Sol. On fait ici de la 5e case à la 7e case de l'accord de Ré. On va jouer 2 fois à la 7e case. On va reprendre tout le gimmick. Et après, on va faire une petite remontée. Ici, en jouant sur la corde de La à la 5e case et 7e case. 3e case, 5e case. Et on va finir sur le power chord de La. Allez, on se fait le riff en entier. Et voilà, on a terminé le riff de Black Dog. That thing, go and make you burn, go and make you sting. Black Dog, c'est plus qu'un riff. C'est une époque. Une Angleterre qui se durcit, un rock qui perd son innocence et des musiciens qui arrêtent de vouloir plaire pour commencer à marquer au fer rouge. Le plus beau dans tout ça, c'est que le riff est simple. Mais il n'est pas fait pour être facile. Il est fait pour que ton corps doute, pour que ton cerveau se trompe, et pour que malgré tout, tu y retournes. Comme dans un vieux mythe anglais, tu crois avoir semé le chien noir, et puis tu te retournes. Il est déjà derrière toi. Pour le prochain épisode, on change de continent. On rejoint New York pour disséquer un riff circulaire, hypnotique, qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Un titre devenu légendaire pour son ambiance funèbre, mais aussi pour un instrument de percussion, disons, envahissant. Si vous savez de quoi je parle, ne soufflez pas la réponse en commentaire.
on se retrouve au labo. Et si tu veux continuer à comprendre pourquoi certains riffs nous marquent à vie, pourquoi ils résonnent encore longtemps après la dernière note, abonne-toi à Riffologie Culte.